Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce dans lequel je reçois des commerçants et e-commerçants qui viennent me raconter leurs bonnes pratiques et leurs recettes pour vendre mieux et plus en ligne. Je suis Laurent Kretz, fondateur de Cosa, cabinet de conseil en stratégie digitale avec une mission simple, aider les marques à bien se raconter pour mieux vendre, autour de 3 piliers, branding, communication et e-commerce évidemment. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui dans ce catch-up Sylvain Joly qui est co-dirigeant de Recycle Livre. Bonjour Laurent. Ce sera mieux dit. Bonjour. Sylvain qui a une très bonne habitude. Donc Recycle Livre, vous le trouvez sur Recycle Livre, RECYCLIVRE.com. Et bien sûr sur plein de plateformes, mais tu nous diras ça plus tard. Recycle Livre, si vous aviez écouté l'épisode en 2022, en novembre 2022, il y a exactement 3 ans, vous le savez, c'est de la vente et du rachat de livres d'occasion. J'avais pas reçu Sylvain à l'époque, j'avais reçu David qui est le fondateur, et David m'avait parlé de plein de choses. Il m'avait parlé de liberté notamment, et la liberté il l'a prise puisqu'il a vogué. Il avait déjà fait du bateau à l'époque, mais là il est parti vers de nouvelles aventures. C'est un des sujets qu'on traitera. Comment est-ce qu'on fait pour faire une transition vers des employés, puisque c'est Marine qui était là depuis le début, presque. Oui, tout à fait, depuis 13 ans. Ouais. Depuis 13 ans. Et toi, qui venais d'arriver 1 an plus tôt, qui avait repris la société, on en parlera. Et puis, en fouillant les archives, j'ai vu que l'épisode, je l'avais intitulé « 2 millions de clients uniques sans dépenser 1 euro en marketing ». Aujourd'hui, vous avez pris un virage, vous avez fait des tests, il m'en parlait à l'époque, mais vous avez fait un virage et vous dépensez de l'argent. Je ne sais pas si tu me donneras le montant, mais tu me le diras tout à l'heure. Et ça a permis, entre autres, d'accélérer. Puisque quand j'avais reçu David, vous étiez à 10 millions d'euros environ, un peu moins de 10 millions en 2022, fin 2022. Fin 2025, vous devriez clôturer à presque 20 millions, 19,5, ce qui est énorme, un x2 en 3 ans. Et tu vas m'expliquer pourquoi. Eh bien, je l'ai dit, l'activation et la professionnalisation du métier d'activation au sein de Recycle Livre pour accélérer est l'une des raisons qui vous a permis cette accélération. Il y en a une autre, c'est que pour vendre plus, il faut une offre plus large. Vous avez aussi accéléré et changé de méthode, enfin rajouter innover sur le sourcing. Tu m'en parleras. On va aussi parler du marché, du livre d'occasion, comment est-ce qu'il a évolué depuis 3 ans. J'étais surpris à l'époque en me disant, et d'ailleurs tu l'as vu quand on a... Je vérifie que ça enregistre, pardon. Quand tu m'as donné les chiffres, j'étais surpris parce que moi, j'avais le sentiment que la liseuse est accélérée. En fait, elle accélère peut-être, mais en tout cas, votre marché aussi, et ça c'est intéressant. On parlera du marché, donc du sourcing, de la logistique, de votre approche du pricing. Ça nous fait plein de beaux sujets à aborder. C'est parfait. Ouais, le résumé est bon. Le résumé est bon. Commençons juste par le modèle. Présente-moi Recycle Livre pour tous ceux qui n'auraient pas, c'est grave, écouté le premier épisode il y a 3 ans. Ouais. Alors Recycle Livre, ça a été fondé en 2008, effectivement, par David avec une idée d'aller collecter directement chez le particulier des livres dont il voudrait se débarrasser. L'objectif, c'était de se dire on ne veut plus qu'un livre finisse à la poubelle. Donc il lance cette activité-là et ces livres récupérés, bien entendu, il faut les revendre. Et au départ, on vend sur des marketplaces. Le premier livre vendu, il a été vendu sur Amazon, posté un soir et puis le lendemain, il était vendu. Et c'est comme ça que l'activité se lance. Petit à petit, on ouvre d'autres marketplaces. On ouvre notre site internet recyclelivre.com. Et on accélère, on grandit petit à petit sur ce modèle-là. On ouvre aussi des antennes en local un petit peu partout en France qui nous permettent d'aller collecter de plus en plus de livres directement chez les particuliers. On collecte aussi avec des partenaires à l'époque, et toujours aujourd'hui, avec des partenaires, des associations, des ressourceries qui vont collecter pour nous des livres et nous, on va se charger de les revendre puisqu'ils n'ont pas cette capacité-là de vente. Par contre, ils peuvent collecter et on les rémunère, bien entendu, quand on vend ces livres-là. Donc, ils ont en fonction du travail de tri qu'ils vont faire, ils vont récupérer une somme qui peut être différente. Donc, ça, c'est le modèle jusqu'en 2020, jusqu'au Covid. Et en 2021, on lance une application de reprise. Donc, cette application-là, elle permet, en fait, en scannant le code barre qui est derrière son livre, d'avoir une proposition de prix. Le client va pouvoir ajouter ses produits dans son panier, puis les expédier depuis un point relais.
Et une fois... Et surtout avoir l'estimation prix. Avoir l'estimation prix en direct, bien sûr. Donc, il sait ce qu'il nous vend. Et après, il nous les expédie. Nous, on vérifie que les livres correspondent à ce qu'on attend. Et on rémunère le client. Donc ça, c'est à partir de 2021. Donc, on a un modèle 100%, on va dire, don collecte jusqu'en 2021. Et à partir de 2021, on développe cette application. Et aujourd'hui, on collecte à peu près, en termes de volume, autant de livres qu'on en rachète. Et en sachant qu'en 2023, on a lancé aussi une solution en marque blanche qui permet de nous déployer chez des retailers, chez qui on va mettre en place cette solution, pareil, de reprise, ce service qu'ils vont pouvoir proposer à leurs clients. On travaille notamment avec la Fnac, qui permet de créer du trafic dans les magasins et puis de redonner du pouvoir d'achat aux clients, puisque quand il revend son livre, derrière, en échange, il obtient un chèque cadeau. Et ce chèque cadeau, il va pouvoir le dépenser immédiatement au magasin. On y viendra. Donc, les canaux principaux aujourd'hui, il y a le D2C avec le site. Ouais. Donc, il y a le toujours D2C Amazon. avec le site, toujours les plateformes. Donc, on est sur les grosses plateformes, on va dire, de e-commerce, Amazon, Fnac, Rakuten, Cultura et AB Books. Voilà. Et on fait aussi, on vend en Belgique sur Fnac Belgique, on vend un petit peu au Canada sur Amazon Canada. Donc, pays francophone, plus l'Espagne. Pays francophone. Et après, on a déployé effectivement en 2019 le même modèle sur l'Espagne, avec que de la collecte au départ. Et puis depuis 2022, l'application de reprise. Et c'est un modèle qui est implanté aussi. Donc, on n'a pas un entrepôt unique en France où on pourrait renvoyer l'ensemble de nos produits depuis l'Espagne vers la France et inversement. Ce que font certains autres concurrents depuis l'ensemble des pays européens dans lesquels ils sont. Et donc, on a développé aussi, on travaille aussi avec un entrepôt en local, comme sur la France, depuis l'Espagne. Compris. Quel panier moyen, combien de clients, quelle fréquence d'achat sur le livre d'occasion? Quand on est lecteur, on est gros lecteur? Alors nous, l'acheteur du livre d'occasion, c'est effectivement un gros lecteur. C'est les études qui ont été faites sur le sujet le montrent. Les clients, la plupart qui achètent des livres d'occasion, c'est aussi parce qu'il y a un sujet prix. Comme ils sont des gros lecteurs, ça commence à revenir cher et ils essaient de diversifier en tout cas leurs achats entre du livre neuf sur lequel ils vont acheter du récent, qu'ils vont trouver facilement, et par contre sur des choses qui sont sorties un petit peu plus en amont, on va acheter de l'occasion. Il faut savoir que nous, sur l'occasion, c'est une étude globale, pas seulement chez Recyclib, il y a 40% des livres qui sont vendus d'occasion qui ne sont plus édités. Donc forcément, quand on cherche une pièce rare, on se tourne vers l'occasion. Et aujourd'hui, attends, 40% des livres d'occasion vendus aujourd'hui en France ne sont plus édités. Donc il n'y a pas de sujet sur ils viennent cannibaliser de l'achat de livres neufs, parce que c'est vrai que c'est une question qui se pose. Mais donc la plupart ne sont pas disponibles. Et nous, on vend surtout des livres qui ont entre 10 ans et 20 ans. Plus de 50% de nos livres ont été édités il y a plus de 10 ans. Plus de 50% des livres vendus par Recyclib ont plus de 10 ans. Ont été édités il y a plus de 10 ans. Ok. Et 40% des livres d'occasion aujourd'hui ne sont plus édités. Et 40% des livres d'occasion aujourd'hui ne sont plus édités. Quel serait alors par curiosité, quel serait le parcours d'un livre qui est plus édité pour le passer en liseuse en électronique, en format électronique? Alors là, je pense que c'est un choix de l'éditeur de pouvoir le mettre à disposition. Ça voudrait dire reprendre les historiques et les passer tous sur la liseuse. Aujourd'hui, je pense que tu ne retrouves pas tout. Ok. Mais après, je t'avoue que je maîtrise moins le marché de la liseuse et comment, en tout cas, sont édités les livres, comment le choix est fait d'éditer tel ou tel bouquin sur la liseuse. La liseuse qu'on voit, et ce que tu disais est intéressant, cette vision-là. En fait, la liseuse, ça a un poids, je crois que c'est entre 5 et 10% des achats de livres, mais ça reste flat depuis le départ. C'est 5 à 10% seulement des achats de livres? En fait, en France, ça n'a pas explosé. L'amour du papier, l'amour de l'objet physique. L'amour du papier et aussi le prix. En fait, tu achètes ton livre sur la liseuse le même prix que ton livre papier. Donc, je pense qu'il y a ce sentiment aussi de ne pas posséder quelque chose qui fait que ça ne se développe pas. Après, c'est des choix des éditeurs. Je pense que ce n'est pas un choix, en fait. Donc, le consommateur se retrouve avec des prix qui sont équivalents et achète plutôt du livre papier. Et donc, notre chance, c'est qu'il va aussi vers le livre d'occasion. Quelle fréquence tu m'as dit pour les... Alors nous, la fréquence... Sur les cohortes, j'imagine, ça change, bien sûr. On peut l'étudier surtout sur notre site. Et aujourd'hui, on est sur une fréquence un peu plus supérieure à 2. Aujourd'hui, sur les clients qui achètent en ce moment chez Recyclib. 2 achats par an? 2 achats par an, ouais. Combien de livres? On est plutôt sur un panier moyen. On a 3 livres dans le panier aujourd'hui sur le site. Ok. Tu me disais que vous avez 800 000 refs
différentes et 1,3 en stock, c'est-à-dire qu'il y a 1,5 livres, enfin 1,5 quantité quoi, À peu près, en fait, il n'y a pas de 20-80 sur le livre d'occasion. On a bien entendu des best-sellers qu'on va vendre 500, 1000 fois par an, mais je pense que ça doit être ça. Aujourd'hui, le livre le plus vendu, on le vend 1000 fois à peu près par an. Et après, en fait, il y a beaucoup de livres qu'on ne voit passer qu'une seule fois et qu'on ne vend qu'une seule fois. Certains qui sont très attendus et qui ont la chance de « Ah tiens, il est mis à disposition, il est revendu tout de suite ». D'autres qui attendent un petit peu plus. Alors, je parlais à Sylvain d'un bouquin que j'ai adoré. Je suis d'origine strasbourgeoise, pardon. Pour vous, amateurs de livres d'histoire ou alsaciens curieux de leurs origines, c'est un livre qui s'appelle Niklaus Findel, l'incroyable histoire de Strasbourg entre 1248 et 1349. Je suis vraiment fan d'histoire. Un truc comme ça, il faut être vraiment fan. Mais c'est passionnant. Tu sais que Strasbourg était l'une des premières cités-États au monde, dirigée par sa bourgeoisie, enfin par les bourgeois et non pas par un seigneur local. Ça raconte un peu cette histoire-là. Okay. Bref, et du coup, je l'ai effectivement trouvé dans le catalogue, pas en stock, donc je me suis inscrit pour recevoir l'alerte. Ouais. Quelle est la part de livres vous avez un historique complet. Enfin, combien de livres sont non disponibles mais ont une fiche produit et peuvent permettre d'être alertés? Alors ça, c'est une super question sur laquelle sur laquelle je n'aurai pas la réponse. Je pourrais le trouver parce qu'on a toute cette data-là. Mais en tout cas, c'est une part importante de notre activité, de notre chiffre d'affaires, c'est ces alertes. Puisque ce système d'alerte qui permet en tout cas le livre d'occasion fait que par essence, il n'est pas forcément tout le temps dispo. Par contre, on rentre tous les jours 6 à 8 000 produits. Et donc forcément, ça revient vite. Et donc si tu mets des alertes, par contre, ça va représenter une part importante de notre chiffre d'affaires, c'est ces alertes-là. Okay. Ce qui permet surtout d'avoir un taux de rotation important sur ces livres qui arriveraient en stock et repartiraient ensuite. Ils repartent tout de suite. Tiens, mais du coup, une question, tu vois, mon père avait ce bouquin, alors il se trouve qu'il l'a perdu, je crois. Mais justement, il voulait pas s'en séparer parce qu'il savait qu'il était plus édité. Est-ce que c'est une question, un frein? C'est quelque chose qui revient, ça? Peut-être que c'est un trésor. Donc peut-être que... En tout cas, peut-être qu'il a une valeur qui est certaine et qu'il pourra utiliser l'application pour... J'avais beaucoup aimé cette discussion avec David Laurin que je vous invite à écouter. J'ai plus le numéro de l'épisode. Tiens, j'aurais dû le noter. Comme ça, vous pourrez le retrouver facilement. Et je le retrouve tout de suite. C'est l'épisode... Ah non, c'était un hors-série. De toute façon, vous tapez Recyclivre, lepanier.io ou Recyclivre dans votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Vous le retrouverez. J'avais beaucoup aimé cette discussion et surtout la vision un peu particulière et originale de David sur le pilotage de l'entreprise, la communication avec les collaborateurs. Et il avait des choses qui lui tenaient à cœur. La liberté. Et ça, on en parlera dans 3 minutes quand on parlera de son départ. Mais il avait aussi la responsabilisation des collaborateurs par la communication presque sans filtre sur l'entreprise qui était libérée, transparente, sauf au niveau des salaires. Il avait insisté là-dessus. Mais il me disait que les collaborateurs avaient accès à toutes les données structurantes, importantes de l'entreprise. Au quotidien, ouais. On a des systèmes qui permettent, en tout cas, un ERP et un ensemble de data qui sont toutes accessibles full-time. Notre conso est accessible en temps réel. Donc, on sait exactement ce qui rentre, ce qui sort. Et chaque salarié a accès et peut aller voir où on en est, ce qui se passe, où on en est sur notre bas de ligne aujourd'hui à mi-octobre. Donc, toutes ces infos-là, et ça nous semble important. Et la vision, c'est de se dire comment tu veux être bon dans ce que tu fais si tu n'as pas la vision macro de l'entreprise. Donc, si tu fais du marketing et qu'on te donne juste les infos liées au marketing et que tu ne vois pas l'impact que ça peut avoir derrière sur la marge, bah, il te manque un bout d'information. Quand tu es responsable de la collecte et de faire rentrer des livres et que tu dis bah, tiens, je vais augmenter mes prix de reprise parce que je vais collecter plus, si tu n'as pas la vision bas de ligne, et donc bah, c'est effectivement cette formation-là, cet accompagnement qu'on donne et qui nous semble essentiel pour justement que chacun soit vraiment le meilleur dans ce qu'il peut faire. Je pense que désiloter l'entreprise et l'information pour que tout le monde travaille dans la même direction, c'est crucial. Et en e-commerce, encore plus quand tu as de l'omnicanalité, qu'on n'aille pas se taper dans les... Ouais, bah alors, complètement d'accord avec toi. Moi, j'ai un historique, j'ai travaillé dans le e-commerce avant, où on pouvait avoir effectivement des objectifs qui pouvaient être antagonistes entre une équipe CRM et une équipe acquisition, où on te demandait tous les deux de passer l'année prochaine de 10% à 12% sur ton poids de ton canal.
Nous, aujourd'hui, il n'y a pas de variable chez Recyclivre. Le seul variable qu'il y a, c'est un intéressement qui est sur le résultat de l'entreprise, donc chiffre d'affaires et résultat. Et ça nous semble ça la vision à avoir. En tout cas, c'est l'objectif qu'on donne à chacun et on ne va pas mettre des objectifs individuels sur un bout de ton travail et on veut que tout le monde ait cette vision un peu macro. Après, on est encore 40, ça reste encore petit et il y a d'autres problématiques qui arrivent quand tu commences à être une entreprise, on va dire, plus grande. Mais en tout cas, nous, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on voit les choses. Et dernière chose, tout le monde a des BSPCE chez nous. Ça aussi, ça permet aussi la responsabilisation. Donc, c'est pour se dire chacun est un petit peu détenteur d'une partie de l'entreprise. Et de sa destinée. Ce qui était hyper intéressant aussi dans cette conversation, et je vais revenir sur les... Enfin, tu vas revenir sur les valeurs de la société, c'est que on creuse, ou il m'explique en tout cas, comment créer un modèle à impact et rentable. J'allais dire mais je dis et, parce que on enlève les mais, et rentable. Avec des valeurs qui sont fortes sur la solidarité, durabilité, rentabilité, évidemment la circularité. Ouais. Ces valeurs sont toujours les mêmes, j'imagine. Bien sûr. On n'a pas changé la recette le jour où David est parti. En tout cas, on a essayé de garder ces mantras-là. C'est vraiment la vision qu'on veut avoir, c'est de montrer qu'on peut faire les deux. Recyclivre, c'est une entreprise qui est rentable depuis l'année 2. Donc forcément, on est guidé par ça, déjà, par la rentabilité. C'est devenu un sujet à la mode ces dernières années. Ça n'était pas forcément avant pour certaines entreprises. On était là plutôt à chercher de la croissance. Nous, on a toujours été guidés par ce bas de ligne. Ça nous semble important. Et donc aujourd'hui, tout ce qu'on va réinvestir, c'est forcément parce que c'est de l'argent qu'on a gagné l'année précédente. Et ça reste cœur. Le départ d'un CEO, ce que David me disait, c'était que la liberté, c'était important pour lui. C'est sa société, il l'a fondée en 2008. Petite levée de fonds, mais il est encore largement majoritaire. Il décide de passer à autre chose en 2022, et ça se concrétise en 2023. Raconte-moi cette période et pourquoi toi, pourquoi Marine, et comment s'est fait cette passation. J'aimerais bien te lancer aussi sur le sujet de... C'est une belle machine, vous avez fait doubler sans changer les valeurs et les fondamentaux, sans changer la recette comme tu l'as dit. Est-ce que lui a réussi à se détacher? Est-ce qu'il micromanage? Il est encore opérationnel? Il est très loin. Le niveau de confiance, de reporting, voilà, ça nous fait un beau morceau à attaquer. Beau morceau. On va commencer par 2022. Ouais. Effectivement, donc à ce moment, en 2022, David il veut céder l'entreprise parce qu'il décide que c'est pour lui le moment de faire autre chose. Ça s'est pas fait pour plein de raisons, mais en tout cas une raison, je pense aussi de moment qui n'était pas forcément le bon. Une année 2022 en e-commerce qui était un petit peu compliquée. Et pour autant, il se dit, David, à ce moment-là, on va rester sur... ça change pas son envie de faire autre chose et son envie d'ailleurs. Et donc, quelques mois avant la session, il avait proposé à Marine. Marine, c'est sa collaboratrice, peut-être pas numéro 1, mais numéro 1. Je pense numéro 1 dans ce qu'elle est. Mais oui. En tout cas, peut-être la deuxième. Pas la première voilà. qui est arrivée dans l'ordre. Mais en tout cas, la première, celle qui est là depuis le plus longtemps, qui avait déjà un rôle, on va dire, de directrice générale. Et donc, il lui propose fin 2021, au début de l'année 2022, en tout cas, de reprendre la direction de Recyclivre. Marine, elle était emballée, mais elle ne voulait pas le faire toute seule. Et donc David et Marine ensemble ont cherché quelle pouvait être la meilleure personne pour accompagner Marine. Il fallait quelqu'un aussi de complémentaire et je pense que c'est ça aujourd'hui notre force. Et donc à ce moment-là, ils m'ont proposé de reprendre la co-direction une fois David parti. Ce que j'ai accepté, c'était un super challenge. Moi, je suis arrivé en 2021 chez Recyclivre, en janvier 2021, et on me fait cette proposition, je pense, en janvier 2022, donc un an après. Et donc je monte, j'arrive en 2021 en plus m'occuper d'un projet qui s'appelle Superway, on voulait lancer une marketplace qui engageait à la fois les commerçants et les clients vers une consommation plus responsable. Mais comme je disais, 2022 c'est une année un peu compliquée. On a eu du mal à travailler sur les deux projets, à développer Recyclivre et à lancer cette marketplace. Et je te dis ça parce que, donc, effectivement, 2021, moi, je travaille plutôt sur ce projet Superway. Je suis un petit peu éloigné
du business recyclé. Bien entendu, j'échange avec David, avec Marine, avec l'équipe sur le projet. Mais c'est vraiment effectivement quand on rentre dans ce process de cession où là, je monte, en tout cas en termes de connaissance, de compréhension des enjeux de l'entreprise. Donc ça, c'est hyper important pour la suite parce que comme la cession ne se fait pas, ben on a déjà quand même passé quelques mois tous les trois ensemble à préparer une session. Et donc, on est monté et on a une formation, on va dire, un petit peu accélérée, même si j'en avais, je pense, beaucoup plus besoin de mon côté que Marine. Et donc, David, petit à petit, quitte l'entreprise au départ. Donc, il voulait partir petit à petit, donc faire un 5/5e, 4/5e, 3/5e. Et en échangeant avec Marine, on se rend compte que ce n'est pas la bonne façon de faire parce qu'il y a un temps de latence qui se passe dans l'entreprise. On n'arrive pas, nous, à prendre la main. On ne se sent pas forcément légitime tant que David est là. Donc, on lui demande peut-être un petit peu ce qu'il accepte d'accélérer un petit peu son départ. Et il part en début 2023, d'un coup, d'un seul, de full-time à plus là. Et donc là, on reprend la main. Je pense qu'on avait la légitimité auprès de l'équipe. Donc ça, c'était quelque chose qui était forcément important pour nous, pour l'équipe, mais aussi pour nous, de sentir qu'on croyait en tout cas dans le projet qu'on présentait. Et t'as dû présenter un plan au reste de l'équipe. Vous avez dû... En fait, on a fait un séminaire. Premier jour, David était là. Le soir, on fait son pot de départ et puis le lendemain, on prend les clés et puis on présente avec Marine notre vision à 5 ans. Je pense que peut-être pas à 5 ans, peut-être à 3 ans ou à 4 ans, je ne me souviens plus. En tout cas, un peu long terme, moyen terme en tout cas. Et voilà, c'est quoi notre vision, voilà comment on veut le faire, voilà ce qu'on va faire, voilà les grands projets qu'on imagine. Et ça nous semblait important en tout cas de partager ça avec l'équipe. Et puis après, on se lance et on essaye de pas... On se transforme pas. Hein. C'est pas parce que du jour au lendemain, on passe de salarié à co-CEO, si on prend ce terme-là, ou co-dirigeant, qu'on change les personnes qu'on est, on change la manière de travailler avec les équipes. On reste qui on est et c'est ça qui est assez chouette. Je pense qu'aujourd'hui... Surtout dans une boîte à taille humaine. Dans une boîte à taille Vous êtes quoi, humaine, une trentaine à l'époque ? On est une trentaine à l'époque, on est une douzaine, quinzaine à Paris. Après, tout le reste est en télétravail. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, ceux qui étaient déjà là avant nous voient encore comme Marine et Sylvain. Peut-être que les nouveaux ont peut-être une vision un petit peu différente de ces co-dirigeants. Mais en tout cas, on essaye, notamment par cette organisation aussi, qu'on essaye la plus libérée, la moins hiérarchique possible, de rester en tout cas dans cette manière-là d'avancer et de travailler. Et lui lâche prise. Et il part du jour au lendemain. Et voilà, donc ça c'était une bonne question. David, il part du jour au lendemain. On organise, on a un point régulier, mensu. Alors là, David, il a toujours accès à l'ensemble des outils. Donc il peut suivre, je ne sais pas combien de fois il se connecte par jour pour aller voir ce qui se passe, etc. Et ça dépend des moments des phases. Mais tu as un monthly donc. Mais on a un monthly. C'est ce que tu me disais. Hein. Ouais. On se parle d'où on en est, ce qu'on fait, les projets, les sujets RH, etc. Et il lâche vraiment je pense qu'en tout cas, il lâche vraiment la bride. Il a encore des sujets parfois qui lui tiennent à cœur, qui va nous remonter, des alertes qu'il peut identifier. Et c'est toujours intéressant d'avoir sa vision parce qu'il a quand même 15 ans d'expertise. Mais je trouve qu'il a su, en tout cas, prendre ce recul-là. Et puis après, des fois, il y a des phases où c'est un peu plus compliqué, où on va se voir plus régulièrement. On va se faire un point toutes les semaines, une demi-heure, parce qu'il a besoin de plus de vision. Mais il n'y a pas de micromanagement, il n'intervient plus. Il est sorti de tous les canaux. Il n'est plus là, dispo dans le Slack. Il n'y a qu'un Slack où il y a nous trois, Marine, David et moi. Et il est sorti sinon de tous les autres sujets. Donc il peut plus intervenir, il voit plus ce qui se passe, ce qui se dit. Et je pense que ça, c'était aussi important pour nous de ne pas sentir que chaque décision qu'on allait prendre, qu'on allait mettre en place, la façon dont on allait communiquer aux équipes, allait être aussi... être second guest, je ne sais pas comment tu dis en français, c'est pas micromanager, mais ouais. Exactement. J'avais une question, mais elle m'échappe. Ok. Il a eu l'intelligence ou l'honnêteté ou peut-être la remise en question de se dire qu'il l'avait amené à 10 millions d'euros et que c'était pas forcément lui qui l'amènerait à 20, 50 ou 100 ? Ouais, je pense qu'il a eu tout ça. Quand tu montes une entreprise, de réussir à s'en détacher, je pense que c'est ton bébé. Donc déjà
déjà de faire le cheminement d'eux. Alors, il est parti 1 an en voyage, donc j'imagine que ça a dû commencer à le travailler. Déjà, s'il faisait ça, peut-être que c'est parce qu'il avait besoin de prendre l'air. Après, c'est sûr qu'il faut avoir cette intelligence-là de se dire, déjà, d'accepter que tu as envie de partir, je pense. Et te dire après, déjà, je vais faire confiance. Mais je pense que ce qu'il avait mis en place aussi, parce que c'est pas arrivé du jour au lendemain, l'entreprise libérée. Donc, la confiance qu'il avait auprès des équipes, il l'a toujours eu. Il a toujours été dans David. Quand tu lui demandais qu'est-ce que tu penses de ça, il disait toi, qu'est-ce que tu en penses? Donc, tu vois, c'est une façon de manager aussi, de se dire prends les décisions. Et puis, je suis là si tu as besoin. Mais tu vois, et donc, il savait aussi qu'il pouvait faire confiance. Et après, je pense qu'effectivement, sur ce sujet de est-ce que je suis la bonne personne pour faire j'ai fait les 0 à 10, est-ce que je suis la bonne personne? Je pense que tu as différents types d'entrepreneurs. Tu en as peut-être qui sont doués pour tout, pour être entrepreneur et puis après pour piloter une boîte et sa croissance. Je pense que David, il ne se sentait pas forcément le fait comme tu le disais, il a fait les 10 premiers millions de faire les 20 millions ou même encore continuer d'accélérer. Je pense que c'est quelqu'un qui aime entreprendre, c'est quelqu'un qui aime pas le process. Et quand tu commences à être 40, sur du projet, sur des choses comme ça, tu peux plus avancer comme tu veux, quand tu veux. Tu as toute une équipe qui est impactée. Et je pense que ça, c'est des sujets, par exemple, dont qui l'amusait moins. Et je pense que ce qu'il a envie, c'est de s'amuser, d'apprendre, et qu'il devait moins apprendre et moins s'amuser. Et qu'il a fait ce choix-là, effectivement, qui est audacieux. Audacieux, voilà. Parce qu'il reste capitalistiquement propriétaire de cette boîte et il nous a confié la responsabilité de son patrimoine, quoi. Il y a un petit fonds, tout à fait. très mignon. Il y a Marine et Sylvain, les co-dirigeants. Il y a des BSPCE pour toute la société. Oui. Est-ce que cette prise de poste s'est accompagnée d'une participation capitalistique ou de plus de BSPCE, j'imagine? Plus de BSPCE. Lié à vos résultats, vos objectifs? Non, plus d'une distribution de BSPCE. En fait, on est arrivé à 15 ans aussi de Recyclivre. Donc, les BSPCE, tu peux les distribuer que pendant les 15 premières années. Donc, en fait, il y a eu une dernière salve de BSPCE où on a effectivement pris une part plus importante que le reste de l'équipe. Et après, il y a une dernière part qui a été distribuée aux derniers arrivants. Voilà, mais aujourd'hui, on a juste des BSPCE. Ok, compris. Revenons un tout petit peu sur le marché. Tu me disais que la liseuse est flat, la circularité augmente, mais depuis 3 ans, 2022, on était déjà bien avancé, mais l'explosion de TikTok, entre autres, enfin de l'attention, l'économie de l'attention qui va ailleurs, YouTube qui devient la première télé connectée. On lit toujours, c'est un marché qui... Parle-moi du marché. C'est un marché qui fait 3,5 milliards, le marché du livre neuf, 350 millions pour le marché de l'occasion, donc 10%. Les chiffres de marché de 3,5 milliards en France. Ouais, en France. Le livre neuf, 350 le livre d'occasion, dont vous avez 7%. Là, 20 de 350, ça va faire ça. Et le reste du marché du livre d'occasion? Et le reste du marché du livre d'occasion, donc le plus gros acteur en France, c'est Momox, qui est un acteur allemand. Ce que je te disais un petit peu tout à l'heure, qui malheureusement fait venir des produits d'Allemagne ou de Pologne, les rachète en France pour les envoyer. Donc, en termes de modèle écologique, on n'est pas sur quelque chose qui est idéal, mais c'est le plus gros acteur qui doit faire 60 millions. Donc on essaie de gratter, mais on a encore un petit peu de chemin. Après, il y a tout le C2C, Vinted, Le Bon Coin, on n'a pas les chiffres précis. Après, il y a d'autres acteurs un peu plus petits de l'économie sociale et solidaire comme nous qui sont sur ce marché. Et j'en oublie. Et après, il y a tout le physique. Donc tu as des Gibert et puis tu as toutes les braderies, etc. qui vont être sur ce marché-là. C'est un marché, le marché du livre neuf, qui est un marché globalement flat depuis longtemps, qui fait des années, alors qu'elle a fait des bonnes années pendant le Covid, qui a fait une année 2024, je pense, 2023 en croissance, 2024 en légère décroissance, flat voire légère décroissance. Le marché de l'occasion, lui, est en croissance en termes de volume. On doit être passé sur de 30 à 80 millions de livres là, sur les 10 dernières années vendus. C'est une grosse croissance. Donc c'est une grosse croissance, mais liée aussi, je
pense à c'est sociétal, tendance sociétale. C'est et puis il y a un sujet de prix en fait. Il y a une problématique prix sur le livre qui. Les livres sont chers. Le livre est cher, le livre est de plus en plus cher. Et puis tu as des modèles assez simples qui se développent aussi, comme les nôtres, qui permettent de revendre et de racheter derrière. Donc tu as de la disponibilité et donc forcément tu as un marché qui grossit. Après, il faut savoir que c'est pas un marché qui cannibalise le livre neuf parce que tu vois, nous à peu près c'est 5% de nos livres en moins d'un an, les livres qu'on vend. Donc on ne vend pas du livre qui vient de sortir, etc. Il y en a très peu. C'est vraiment, comme je te le disais tout à l'heure, des livres plutôt qui datent. Parce que la chance du livre, c'est quand même aussi qu'il y a moins d'actu que sur d'autres sujets. Tu peux lire un livre qui a 10, 15 ans, tu y prendras le même plaisir qu'un livre qui vient de sortir. Donc forcément, tu peux aller trouver tout un tas de bouquins qui datent un petit peu. Par contre, il y a effectivement ce que tu disais, une inquiétude sur la tension, sur la baisse de la lecture qui est très forte. Et aujourd'hui, l'enjeu, en tout cas pour le marché du livre, qu'il soit neuf ou d'occasion, c'est effectivement comment tu fais pour ramener les lecteurs vers le livre. Parce que on le voit, il y a de moins en moins, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps, et il y a de moins en moins de jeunes, notamment, qui lisent des livres et ils passent, j'ai plus les chiffres exacts, mais beaucoup plus de temps forcément sur leur tablette et sur leur ordinateur que sur un livre. Mais c'est le cas aussi de nos générations derrière. Donc c'est tous. Donc en fait, c'est comment tu fais. Et donc là, c'est des enjeux d'éducation, des enjeux à l'école. Il faut que tu aies des bouquins. Et en plus, ça permet de développer un peu plus fort que de scroller sur ta tablette. Tu m'as dit 3,5 milliards à peu près flat sur le marché du livre neuf, 350 millions aujourd'hui sur le livre d'occasion, qui a fait x3 presque en l'espace de 10 ans. Donc au global, ça augmente légèrement, quoi. Oui, au global c'est un marché qui augmente légèrement. Okay. Ouais. Pour pouvoir vendre plus et passer de 10 à 20 millions en l'espace de 3 ans, il faut plus d'offres, ou en tout cas aller taper plus large. Et pour ça, il faut optimiser ton sourcing. Vous avez lancé donc cette application qui permet très facilement en 2021, oui. Donc 1 an avant notre enregistrement, et ça a accéléré depuis, 0 scan évidemment la première année, 200 000 en 2021. Aujourd'hui, c'est 1 million de livres collectés, donc soit presque la moitié, si je ne dis pas de bêtises, livres vendus. C'est un petit peu moins de la moitié. Via l'app. Via notre application, ouais. Qui sont collectés via notre application. Raconte-moi comment ça marche. Donc, tu vas scanner avec ton téléphone le code barre du livre. Nous, on a différents algorithmes qui vont permettre d'identifier le prix de ce livre. Ça, c'est notre algorithme, ça va être notre historique. Ça fait 18 ans qu'on vend. Est-ce qu'on l'a déjà vu? À combien on l'a vendu? On en a eu combien ces derniers temps? Donc déjà, est-ce qu'on le reprend ou pas? Est-ce qu'on en a besoin? Ou est-ce qu'on n'en a pas besoin parce qu'on ne le vendra jamais? Et donc, en fonction de ça, de tous ces critères-là, on va aller proposer un prix au client. Il ajoute son livre au panier. Sachant que c'est pas noir ou blanc. C'est pas noir ou blanc, non. Enfin, pardon, ce que je veux dire, c'est qu'un livre qui se vend pas très bien, peut-être que si tu l'achètes pas cher et que tu le revends. C'est vraiment. Alors, il y a des enjeux. Je te dis, ça va dépendre de la rapidité, du taux de rotation de ce bouquin-là. Donc, un livre qui a pour un même prix, un livre qui va avoir un fort taux de rotation, on va le prendre, un même prix de vente, pardon. Un fort taux de rotation, on va le prendre plus cher qu'un livre qui a un taux de rotation très faible, forcément. Donc nous, on va mesurer notre risque comme ça et on va faire cette proposition-là. Le client, il ajoute ses produits dans son panier. Une fois qu'il a 10 produits au minimum, il faut qu'il en ait pour 10 livres, parce qu'on lui offre l'envoi vers notre entrepôt. Là, il est envoyé donc chez Loginst, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et moins de 10, il paye? Ou moins de 10, il n'envoie pas? Il peut pas. Donc c'est gratuit ou c'est gratuit ou pas. Peut-être que c'est un modèle, il y en a qui le font, pas en France, mais à l'étranger, de proposer le paiement mais on se dit que déjà d'un point de vue écologique, est-ce que c'est utile d'envoyer 6 livres? On réfléchit aussi à ces sujets-là et on se dit que pour l'instant dans le modèle, en tout cas on l'imagine pas comme ça. Non, mais surtout que tu pourrais le déduire jusqu'à 10 livres du prix que tu lui rachètes. Après on rachète pas les livres 25 €, hein, donc s'il a 5 livres, si on lui enlève le coût logistique, le coût du transport, il va plus lui rester grand-chose. Faites le test. Et donc, dès qu'il y a 10 livres, il nous les envoie. Ils sont traités donc directement chez notre partenaire et remis en stock immédiatement. Dès qu'ils sont traités, le client est payé. Si les livres ne correspondent. Traités, c'est donc on vérifie. Au catalogue, on vérifie qu'ils sont. Tu vérifies quoi? On vérifie l'état.
Il n'a pas été mordu par le chien. Il n'a pas été mordu, et puis que ça soit le bon livre qu'il nous a envoyé, qu'il n'a pas confondu quand il a fait son panier, etc. S'il nous envoie un livre qui n'était pas le bon livre, mais qu'on le reprend, et ben on va lui payer. Par contre, si effectivement il nous envoie 10 livres, il s'est trompé, il a inversé le carton qui allait à la déchetterie et son carton, ce qui peut arriver, ben là, on ne va pas pouvoir le payer. Et on le paye tout de suite, soit en cash, soit en chèque cadeau. S'il prend en chèque cadeau recycle livre, en carte cadeau recycle livre, on lui verse 20% supplémentaire pour essayer de le faire venir chez nous et puis de racheter des livres d'occasion. Ok. Le modèle Fnac est en marque blanche sur un modèle similaire, oui. Sauf que le vendeur, j'allais dire, celui qui donne ses livres, récupère du bon d'achat Fnac, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et ça, la Fnac fait ça depuis toujours avec vous, je veux dire, ou Non, la Fnac, ils ont travaillé avec d'autres partenaires. Il y a eu plusieurs appels d'offres. On en a loupé un en 2022, je crois. Okay. Et puis, le partenaire n'a pas tenu et on est revenu en 2024. Et donc, on a lancé ça en mai 2024. Donc, ça fait un an et demi quasiment qu'on travaille avec la Fnac en France et en Espagne depuis cette année. Okay. Élargir son offre, c'est par le sourcing. Est-ce que le nombre de titres augmente plus ces dernières années? J'ai l'impression que c'est peut-être parce que je suis dans ce milieu-là, mais que il est de plus en plus facile d'écrire un livre, de le faire éditer, de le mettre en vente. Est-ce que le nombre de titres a augmenté plus ces dernières années? Je crois que alors, il y a eu une grosse période où il y avait de plus en plus de titres qui sortaient chaque année. Je crois que là, ça commence à se stabiliser, notamment les éditeurs qui, je pense, commencent aussi à faire attention, parce que c'est vraiment Parce que tu as du self-publishing accessible très facilement aujourd'hui, quoi. Oui, tout à fait. Mais ça, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on n'aime pas forcément racheter. On ne sait pas forcément ce que ça vaut sur le marché. Donc, tu peux imprimer. Là, je pense que c'est intéressant quand tu publies. Alors, je ne sais pas si tu parles de publication à la demande ou si tu parles de chacun qui va éditer son. Non, chacun qui va éditer son livre. Ok. Donc, oui, je crois que c'est 50 000 nouveautés chaque année. Sur le marché. Donc effectivement, ça augmente. Alors nous, justement, j'avais réécouté le podcast d'il y a 3 ans et on avait déjà 800 000 références uniques dans notre entrepôt pour 1,3 million. Alors là, la différence, c'est qu'aujourd'hui, on les vend plus vite et on a un taux de rotation qui s'est amélioré. Et je pense que nous, en tout cas, sur le marché de l'occasion, il y en a qui disparaissent, il y en a qui réapparaissent, mais on reste effectivement sur ce même volume, en tout cas, de bouquins. Mais juste une petite aparté, effectivement, le monde du livre neuf, l'édition, c'est un marché de l'offre, c'est-à-dire qu'il faut produire, il faut imprimer beaucoup, parce qu'il faut qu'il y ait des librairies pleines, des étals pleines. Et malheureusement, aujourd'hui, il y en a trop qui sortent et qu'on arrive à un moment où il faudrait peut-être qu'il y ait une réflexion sur tiens, je sors un livre sur les cupcakes. Est-ce que toutes les maisons d'édition à Noël doivent sortir un livre sur les cupcakes? La question se pose peut-être. En fait, chacun veut espérer que ça va être lui qui va être le best-seller, qui va vendre le plus de livres sur les cupcakes. Et au final, on se retrouve aujourd'hui sur un marché qui a un prix, je crois, donc je te disais, c'est un peu plus de 400 millions de livres vendus chaque année. Je crois que le chiffre, c'est 100 millions de livres fraîchement imprimés, jetés. Donc, il y en a 400 millions vendus et il y en a 100 millions qui ont été imprimés et qui partent à la poubelle. 25% des livres imprimés chaque année partent à la poubelle ? 20%, puis ça veut dire qu'il y en a 500 millions qui sont imprimés, 100 millions jetés et 400 millions vendus. Oui, pardon, j'avais compris 400 millions produits et dont 100 millions jetés. Oh là là, quelle tristesse. Sachant que pour un livre, on a vérifié 12 fois parce que le chiffre nous semblait énorme. Pour un livre, il faut 200 litres d'eau. 200 litres d'eau pour produire un livre. On disait 200 livres pour un arbre pour 200 livres. Et 70% de l'empreinte carbone d'un livre qui est émis lors de sa production. Donc il y a un vrai sujet, en tout cas, sociétal sur la surimpression et la surproduction sur le marché du livre. Quand je scanne mon livre avec votre application, ça me donne une estimation du prix. Pour ça, il faut que vous ayez une info marché sur le pricing. Un pricing, il peut évoluer pour un livre. Comment est-ce que vous le déterminez? D'où est-ce que vous prenez cette information pour me faire mon estimation? Donc ça, c'est tout ce qui a été effectivement la force de Recycle Livre dès le départ, en étant vendeur sur des marketplaces. Quand tu es vendeur sur des marketplaces, en fait, on te renvoie des informations. Parce que l'intérêt d'une marketplace, c'est que toi, en tant que vendeur, tu viens de te positionner toujours sur le meilleur prix pour que le client achète sur ta marketplace et que la marketplace puisse toucher sa commission. Donc en fait, on a ces informations-là de prix. Après, nous, on va stocker. Ça nous permet de nous repositionner en termes de prix de vente en permanence. Sur les marketplaces, on va avoir des prix qui vont être différents suivant la marketplace à un instant T. Globalement, on est sur les mêmes prix de marché puisque t'as un prix de marché.
mais à un même moment, tu n'as pas forcément le même prix de vente. Par contre, sur la reprise, on va venir interroger justement nos algorithmes pour savoir, je te disais, les critères, ça va être effectivement le taux de rotation, la dispo en stock, le prix de vente. Et avec ces éléments-là, grosso modo, on va aller réussir à fixer un prix de reprise. Après, il y a certains produits sur lesquels, en fonction du prix d'achat, on va pouvoir aller peut-être un peu plus loin dans le prix de reprise, parce qu'on va quand même sécuriser notre marge. Et donc tout ça, ça se fait effectivement, c'est des algorithmes qui vont calculer en direct combien on va pouvoir reprendre un livre. Donc c'est un pari qu'on fait, et c'est la connaissance data qu'on va avoir sur l'ensemble des ventes qu'on a fait. Aujourd'hui, on a vendu 14 millions de livres, je crois, depuis qu'on a lancé Recycle Livre. Donc on a de la data sur ces 14 millions de livres, et un petit peu plus, puisqu'il y en a malheureusement qu'on n'a jamais vendu. Mais on sait au moins qu'il ne faut pas les vendre, puisqu'en fait, tous les livres qu'on va voir une fois, on va les prendre. Celui que la première fois qu'on le voit, on va le prendre pour justement étudier son potentiel. Avec une approche plus agressive sur le pricing depuis quelques années. Ça, c'est un choix qu'on a fait en 2023, effectivement, de reprendre plus cher, en se disant on va avoir plus de bouquins récents, et donc on va aller derrière améliorer notre taux de conversion, parce que les gens vont arriver et vont avoir de la dispo. Et ça, c'est quelque chose que on a identifié, alors forcément avec un taux de conversion qui s'améliore, mais surtout dans les échanges qu'on peut avoir aussi avec nos clients, il y a moins de rebonds, qui viennent chercher un bouquin et qui le trouvent sur Recycle Livre. Parce que justement, on reprend plus. Et quand tu reprends, comme je te disais tout à l'heure, on l'a dit dans les volumes, tu mets 3 livres à ton panier, et donc forcément, ça devient hyper intéressant pour nous, puisque la conversion sur ce livre-là qu'on a repris peut-être plus cher, dans les 1 qu'on a repris plus cher, il y a peut-être 2 livres qu'on a collectés sur un process gratuit, et donc ça devient intéressant, le modèle économique devient intéressant. C'est intéressant parce que tu arrives à réduire ton taux de rotation, ou enfin, améliorer notre taux de rotation. Oui, améliorer, réduire le temps. Ouais, bien sûr. En ayant finalement augmenté ton sourcing, et donc potentiellement, même si tu m'as dit que le nombre de refs n'a pas augmenté, plus de livres. Plus de livres vendus, ouais. Okay. Cette année, on devrait, grosso modo, l'entrepôt va tourner 2 fois, puisqu'on va vendre 2 fois, on va vendre 2,5 millions de bouquins, ce qui fait que l'entrepôt, pas tous les livres, mais globalement, a tourné 2 fois. Et je ne l'ai pas dit en introduction, j'aurais dû le dire, parce que tu me le disais que c'était important. Vous avez passé les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires au global depuis le lancement. En durée de vie, ouais. En durée de vie en 2008. Je reviens un tout petit peu sur la logistique. Vous travaillez avec Logins, qui est un logisticien qui fait de l'insertion, logistique d'insertion, c'est ça d'ailleurs? C'est ça, ça veut dire ça. Qui va gérer donc c'est chez eux que se fait la réception et l'envoi. Ouais, il y a notre partenaire pour le stockage. En fait, on a des entrepôts en local. On a des entrepôts en propre dans différentes villes de France, où on va aller faire la collecte gratuite. On va trier les livres sur ces entrepôts-là pour ne pas envoyer vers notre entrepôt e-commerce des bouquins qu'on ne vendrait pas. Donc, de ne pas éviter de transporter des poubelles. Ces entrepôts en local, ils travaillent aussi avec des partenaires. On a plus de 1500 partenaires en France qui sont comme je te disais, ressourceries, associations, donc c'est de l'emploi solidaire, ESAT, qui vont collecter des bouquins pour nous. Et une fois que ces livres sont triés, ils sont envoyés aussi à notre entrepôt e-commerce. Donc là, l'entrepôt e-commerce, il est à Villabé. Donc ça, c'est l'entrepôt de notre partenaire Logins. Donc où il y a nos bouquins qui arrivent des entrepôts en local et les partenaires qui envoient directement ces livres. Et ils réceptionnent aussi toute la partie rachat, reprise, via l'application. Là, les livres, les cartons arrivent des clients particuliers et ils sont triés directement chez Logins. Donc, toutes ces sources-là sont agrégées chez Logins et sont mises en stock chez Logins. Et donc, toutes nos commandes e-commerce partent ensuite depuis l'entrepôt. En B2C comme via Marketplace. Pareil, ouais. On expédie tout. Ouais. Depuis Logins. Ok. Et sur la partie sourcing, alors j'imaginais quand on préparait l'épisode, et du coup à tort, mais tu m'as expliqué pourquoi, que c'était beaucoup plus intéressant de travailler avec la Fnac par exemple, parce que les Fnac, il y en a, je sais pas combien, 50, 170 en France, alors que des particuliers qui envoient des livres, il y en a beaucoup plus, et qu'ils en envoient 10 au moins, mais je ne sais pas combien ils en envoient. Et je me disais que c'était beaucoup plus intéressant d'un point de vue économique de récupérer à la Fnac plutôt que de récupérer chez les particuliers. Et tu me disais que non. Non, parce qu'on évite de laisser trop de livres en stock aussi dans les Fnac.
parce qu'ils ne peuvent pas non plus stocker et surstocker. C'est pas leur métier. Ouais, c'est pas leur métier. Et puis à un moment, les livres, s'ils sont surstockés, je pense qu'ils vont être perdus. Donc on essaie d'aller régulièrement dans toutes les FNAC de France pour récupérer ces livres-là. Et à côté, sur le point relais, on a des volumes qui sont conséquents. On a aussi on expédie aussi en point relais. Donc on a on va dire des conditions qui sont pas forcément les mêmes et qui peuvent être plus intéressantes effectivement sur le point relais. Sur le particulier. Après, ce qui est intéressant avec la FNAC, c'est aussi que tu vas chercher des livres plus récents. T'as vraiment une consommation qui n'est pas tout à fait la même, où j'achète un bouquin, je le scanne derrière, on me le reprend et je le ramène parce que j'en rachète une autre, je rachète une suite. On a des typologies de livres, par exemple de la romance qu'on ne voyait pas beaucoup sur notre application et qu'on voit plus à la FNAC. Et donc, en soi, le modèle est sensiblement le même à la fin sur le bas de ligne. Parce qu'on va vendre un petit peu plus cher ces livres-là, et on va les récupérer, ils vont nous coûter un petit peu plus cher en termes de logistique. Il faut savoir que nos coûts, nous, c'est que de la logistique. Hein. Un livre, ça coûte pas très cher à reprendre parce qu'on n'a pas et parce que comme tu le vends pas très cher, par contre, derrière, tu as un coût de transport, tu as un coût de manutention. Et donc, tous nos coûts, une grosse partie de nos coûts, c'est de la logistique. Et vous êtes présent aussi sur la marketplace de la FNAC ? Oui. Ok. Bien sûr. Dernier sujet, en tout cas autre sujet que je voulais aborder, on a parlé du sourcing, on a parlé de la passation, c'était l'activation. Donc je le disais en introduction, j'avais nommé l'épisode 2 millions de clients uniques sans dépenser 1 euro en marketing, juste en organique du coup. C'est plus trop le cas. C'est plus trop le cas, oui. Vous avez testé pas mal de choses, tu vas m'en parler, notamment l'affiliation avec Affilae. Affilae, c'est un super épisode que j'ai fait il y a quelques années aussi sur le panier. J'en ai fait un récent avec Alexandre Dos Santos, un petit catch-up au one-to-one à Biarritz. C'est comme ça qu'on a connu Affilae. Suite à l'écoute de l'épisode du panier, on a contacté Alexandre et on s'est lancé effectivement en 2022. Aujourd'hui, c'est un super canal d'acquisition pour nous. Je pense que c'était rassurant pour nous de commencer par ce canal parce que tu identifies bien, tu mesures bien, tu vois, c'est un CPA. Donc, en fait, tu payes que pour ce que tu obtiens. Et quand tu n'as jamais fait de marketing, c'est quand même plutôt rassurant comme premier levier d'acquisition. Et puis après, effectivement, on a lancé différents tests. On s'est planté sur pas mal de choses, notamment en 2022, là aussi, où c'était une année compliquée. Donc, on a testé des choses, mais ce n'était pas forcément pour une grande réussite, notamment sur l'acquisition sur les ads sur Google, où ça nous a coûté très cher avec des ROI qui n'étaient pas géniaux. Et donc, on a repris un petit peu en 2023. On s'est dit, il faut relancer le sujet, mais il va falloir le construire. On était dans ce modèle en 2023 de passation, avec David qui quittait l'entreprise. Moi, j'ai repris un petit peu les sujets marketing et e-commerce, mais en même temps que la passation. Donc, c'était compliqué aussi de s'y engager à fond. Et donc, on a recruté Edith, qui est notre CMO aujourd'hui, qui s'occupe de l'équipe marketing, puisqu'à l'époque, il n'y avait que Mathilde qui était toute seule à la com. Et aujourd'hui, ils sont 4, dont une personne en Espagne, plus 2 alternants. Donc, c'est une équipe de 6 personnes. Donc, déjà, on a construit une équipe, ce qui permet quand même d'aller... on a construit petit à petit. Hein, les personnes ne sont pas toutes arrivées en 2023. Mais on a construit cette équipe et on a commencé à mettre un budget un petit peu plus conséquent pour avoir ce pivot des marketplaces vers le site. Vers le D2C, ouais. Tu vois, quand sur Amazon, tu vas donner entre 20 et 25% de commission. Donc, tu te dis, tu as quand même un budget. Si tu arrives à passer une partie de ce chiffre d'affaires-là de Amazon... Si tu dépenses moins que 25% en acquise pour faire venir les gens sur ton site, t'es gagnant. T'es gagnant, exactement. Sachant que tu fais du panier plus élevé, puisque t'es chez toi. T'es chez toi, tes coûts ne sont pas forcément les mêmes. Donc, tout est gagnant. Par contre, toujours avec cette même idée recyclée et qu'on garde, c'est de se dire on ne va pas y aller d'un coup, d'un seul, et balancer 1 million comme ça sur du market pour faire une transition de 0% sur Amazon à 80 sur Recyclivre. Donc, on y allait petit à petit. On a investi petit à petit. On était à 0 effectivement en 2021. Je pense que le budget marketing, je sais que le budget marketing cette année sera autour de 400 000 €. Sur l'acquisition, donc sur la reprise, je veux dire, de bouquins, parce qu'on on a 2 leviers sur lesquels faire de l'acquisition, sur notre application pour aller recruter de nouveaux vendeurs, et sur la partie recyclif.com, sur la vente.
ou l'achat, ça dépend, tu vois, on se mélange tout le temps. Et donc, on essaie de répartir ce budget au mieux. Et aujourd'hui, on a travaillé fort, en fait, on a commencé fort sur les sujets plutôt SEO, SEO et CRM. Donc 2023, ça a été vraiment notre priorité, avec de l'affiliation qui tournait en fond, qui a accéléré. Tu vois, aujourd'hui, l'affiliation, ça représente 12% de ta dépense ? Non, de notre chiffre d'affaires. Mais non, vous faites quoi en affile ? On fait alors ce qui marche le mieux, c'est le comparateur. Sur le livre d'occasion, c'est surtout du comparateur. On fait un petit peu de cashback. Mais comparateur, donc on va avoir un comparateur. Ok. Donc ça, c'est une grosse part et qui est en croissance. 12% du chiffre d'affaires, donc 1 million, qu'est-ce qu'on a dit ouais. Un peu moins, puisqu'en fait, on fait que 12% de notre chiffre d'affaires, site. Voilà, notre site qui est notre plus grosse plateforme. Je te donne pas exactement la répartition, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est notre plus grosse plateforme. Alors qu'en 2019, ça faisait 10% du poids de toutes nos plateformes. Aujourd'hui, notre site, c'est la plus grosse plateforme, mais aussi par les investissements qu'on a pu faire. Donc, va pour l'affiliation. Vous faites aussi du paid search et du paid social ou du... Ouais, on fait les deux. Les deux. On a lancé l'acquisition en 2024. Tu vois, on a fait un premier essai en 2022 peu concluant. Donc, on a attendu. On a lancé en 2023, comme je te disais, plutôt sur des sujets clients et de bien comprendre qui étaient nos clients. On a refait notre plateforme de marque aussi. Et à partir de 2024, on a recruté quelqu'un sur ce poste paid. Et on a lancé effectivement donc d'abord sur de la reprise, mais aussi sur l'achat. Je tombe sur comment se faire des amis. Nos meilleures ventes. C'est marrant parce qu'on a remis nos meilleures ventes. Elles se sont remises à jour hier. C'est pas en automatique encore malheureusement. Et j'ai pas mal ri de voir ce bouquin-là effectivement sur Recyclib. C'est que voilà, c'est important. Et donc, ouais, on fait aussi du paid, bien entendu, et du paid méta depuis 2025. Le panier moyen est à combien sur votre site ? Autour de 20 €. Donc 3-4 livres ? 3 livres, ouais. 3-4 livres. 3, un peu plus de 3 livres. Ok. Avec une grosse partie des coûts qui sont sur les ops, donc la logistique. Tu arrives à avoir un CAC, si vous le faites, c'est évidemment que ça marche, mais je regarde mon CAC. Aujourd'hui, en fait, on a encore 80% de notre chiffre d'affaires qui est du gratuit. Donc, on n'est vraiment pas dépendant de l'acquisition payante. On a un CAC aujourd'hui, tu vois, je fais un ratio CAC LTV qui est autour de 13%. Donc, tu vois, c'est plutôt très bon encore. Ok. LTV, Lifetime Value. Oui, pardon, ouais. On pourrait le partager. Quelle place de... Donc, l'organique, c'est encore 80%, tu m'as dit. Hein. Ouais. Avec 800 000 refs et descriptions de livres, j'imagine que ton SEO et un site qui est là depuis 20 ans, je dis 20, j'arrondis, à 3 ans. Bon, depuis... On pensait être très fort en SEO. On pensait être très fort en SEO, justement par cette antériorité. Ouais. Et on a refondu notre site en 2022. On a, à ce moment-là... on s'est à ce moment-là fait accompagner par une agence SEO. C'était effectivement important. Et tu peux la citer ? Ou pardon, elle a fait du bon boulot ? Elle a fait du bon boulot, Smart Keyword, donc oui, je peux la citer. Smart Keyword. Bon, si elle a fait du mauvais boulot, il faut la citer aussi. Sinon on le fait pas. Je sais pas. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait très peu de nos pages qui étaient indexées. On avait, 20% de nos pages qui étaient indexées. 20% sur les 800 000 potentiels. Donc forcément, quand tu travailles un petit peu ce sujet-là, tu le vois un an. Alors il faut un peu de temps, bien entendu. Il y a eu on a attendu un petit peu, mais on a senti fin d'année, début d'année 2023, qu'effectivement ça commençait à prendre. Donc ça a été un gros investissement effectivement sur l'année 2022, pardon. Et on se rend compte effectivement qu'on n'est pas bon et qu'on vient gagner des places. En fait, on est bien positionné par contre sur tous les mots occasion, livre d'occasion, parce qu'en fait, effectivement, on faisait déjà de la reprise et donc on a quand même cette antériorité-là qui nous permet d'être bien positionné. Mais on a travaillé, on a mis pas mal de choses en place, on a travaillé sur des sujets techniques, maillage interne, pagination, etc. Là, on a encore des choses qui sont en attente, qui devraient être livrées. Donc là, je pense que ça va être trop tard, malheureusement, parce qu'on rentre dans une période où on va éviter de... On ne fait plus de changement après le 1er novembre. C'est comme on ne fait pas de mise en ligne le vendredi. Exactement. À partir du 1er novembre, on fait gaffe. Donc là, ça va être compliqué, parce que je pense qu'on n'est pas prêt. Mais début d'année prochaine encore, et ça, c'est vraiment un enjeu qui est hyper fort. Surtout nous qui ne voulons pas dépendre de l'acquisition payante. Tu vois, je veux pas que... Donc 20% seulement aujourd'hui. 20% aujourd'hui, ça sera du trafic ou du CA ? 25-20.
Donc, tu vois, je fais... 25 du trafic, 20% du CA. Ouais. Comment tu fais pour optimiser ce 5% perdu? Je réfléchis, je te dis pas une bêtise sur le... Non, c'est ça, c'est le trafic. Aujourd'hui, on a notamment... Ah non, j'ai un trafic, en fait. Si je prends toute la partie CRM, qui est très peu de trafic, mais très forte conversion. Que ça soit sur la partie newsletter ou sur la partie alerte dont je te parlais tout à l'heure. Donc c'est pour ça que ça explique aussi cet écart-là d'avoir sur le payant ce petit écart. Avec presque 20 ans d'historique, avec 2 achats par an, de 3 livres en moyenne, ton CRM, il doit être riche. En plus, tu dois savoir ce que les gens lisent et aiment. En général, non, parce qu'on achète pour soi, pour sa femme, pour son enfant. Bon, les deux, je pense. Mais je vais te décevoir, on n'est pas super fort sur ces sujets-là. Donc ça, c'est vraiment des sujets qu'on est en train de travailler, notamment tout ce qui est recommandations. En fait, la difficulté dans l'animation, dans le CRM, dans la newsletter, c'est que tu as très peu de stock. Donc en fait, tu dois être sur des choses ultra personnalisées. Donc tu peux pas envoyer même si tu te fais une segmentation, tu te fais une sélection automatique pour envoyer des produits, tu as des chances d'envoyer au même client les mêmes produits et de créer de la déception. Donc on travaille, on a encore pas mal d'optimisation à faire là-dessus pour améliorer notamment les recos. Donc on a un système de recos qui est pas mal sur le site avec la disponibilité en temps réel. Par contre, on n'a pas encore lancé ce sujet-là sur le CRM. C'est intéressant Pardon, vas-y. Non, mais on a encore beaucoup d'axes de progrès, c'est ça qui est chouette. Tant mieux, vous faites 20, il faut aller à 50. Exactement. Ce n'est pas si simple. Sur la même problématique, j'avais reçu Audevio, la fondatrice de Smala, hyper intéressant, qui fait du vêtement de seconde main pour enfants, où tu as effectivement 80 000 références et 81 000 produits en stock, parce que tu as un produit, Exactement. je ne sais plus quels sont les chiffres, je dis sans l'air, mais tu as peu de profondeur. À l'époque, en tout cas, quand on avait enregistré, ce qui est un réel enjeu en termes de CRM, d'acquisition, voilà, donc je pense que tu as quelques fringues et marques qui reviennent régulièrement sur lesquelles tu peux faire de l'acquise. Sinon, c'est pas évident. J'imagine que pour les bouquins, c'est pareil. Les bouquins, c'est la même chose. Et ceux qu'on a beaucoup, c'est les best-sellers, donc qui sont de toute manière vendus. Par contre, effectivement, on peut avoir une meilleure connaissance, essayer d'aller chercher de la baisse de prix. Tu vas travailler ton prix pour qu'à un bout d'un moment, il descende automatiquement et qu'il soit plus forcément relié à notre algorithme, pour justement pouvoir vendre un livre qu'on n'a pas vendu depuis longtemps. Le baisse de prix va peut-être te permettre de le vendre. Donc, il y a aussi du travail là-dessus à faire. Quelle place de l'IA dans le marketing, la com, l'acquise? Le site, le SEO d'ailleurs? Aujourd'hui, là-dessus, c'est un sujet qu'on est en train d'adresser, qu'on n'a pas vraiment. Alors, on utilise tous un peu l'IA pour travailler en productivité. Etc. Mais on n'a pas encore bien adressé ces sujets. C'est des sujets qu'on est justement en train d'essayer de chercher un accompagnement là-dessus faut voir comment adresser, comment lancer ces sujets-là. On ne pense pas se dire, tiens, il y a un sujet IA, comment on va le traiter? Il faut aussi que ça parte des équipes métiers. On sait que sur le pricing, on a des gros enjeux avec l'IA, sur le conversationnel aussi, sur le moteur de recherche, sur toute la partie service client, qui aujourd'hui a été automatisé. On était un peu en avance, on avait un bot automatique il y a 4 ans, mais on ne l'a pas bien, on va dire, on a l'entretien et la maintenance n'a pas été assez bonne, donc on l'a coupé. Mais voilà, on a pas mal de sujets et encore une petite équipe, donc c'est des sujets qu'on va adresser. Je discutais avec mon papa il y a très 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 longtemps de la librairie et du besoin qu'avait la librairie de se réinventer. Et je crois que je lui ai expliqué mon métier, l'innovation, le digital à l'époque et surtout l'innovation dans les business models. Et je lui disais, faut que les librairies arrêtent de vendre des livres et de marger sur ces livres parce qu'elles ne marchent pas beaucoup et que c'est dur, mais il faut qu'elles vendent un abonnement au conseil, par exemple, où tu payes le conseil. Donne-moi, je te paye 10 balles pour que tu me conseilles le bon bouquin qui va me plaire. Parce que la vraie force du libraire, c'est ça. Je pense que là, avec 800 000 refs, l'historique d'achat, un bon moteur conversationnel, bien monté, tu peux avoir un vrai conseil éditorial en ligne sur un cadeau, sur ce que toi, sur... Absolument. Reparlons-nous. Comment? Reparlons-nous. Ouais. Avec plaisir. Mais en tout cas, effectivement, c'est des enjeux pour nous, là, court terme, quoi. Formidable. Sylvain, Jolie Offray, qui est le nom de ta compagne. J'ai oublié de le dire en intro, c'était important. C'était
passionnant. Je voudrais creuser encore un point qui est pas en lien avec le business, enfin le e-com. Tu as dit tout à l'heure que vous êtes en gros 1/3 en physique à Paris et 2/3 en distanciel, ou l'inverse, je crois. Non, c'est ça. 1/3 dans le bureau à Paris. 1/3 dans le bureau à Paris, 1/3 grosso modo dans les bureaux, dans les antennes locales. Ok, d'accord. Et 1/3 en full télétravail. En full télétravail. L'approche du présentiel pour le bureau parisien et du télétravail pour les gens qui sont au bureau parisien, c'est quoi ? 2 jours de télétravail possible. Okay. Et les gens sont contents de venir parce qu'ils pourraient se dire attends, il y a 1/3 de mes potes qui sont en full TT. On a essayé de mettre en place, pareil, ça, c'est des sujets sur lesquels, je pense que justement avec Marine venant, on était tout juste salariés. Je pense qu'on a abordé ces sujets un petit peu différemment, en tout cas avec l'équipe. Il y a beaucoup de collaboration. Et donc, non pas qu'avant il n'y avait pas de télétravail, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais on a peut-être une approche qui n'est pas tout à fait la même. On a essayé de mettre en place des choses innovantes, tu vois. On a mis en place 2 semaines de télétravail au vert pour les équipes justement qui ne sont pas en full télétravail. Donc elles puissent partir au vert quand elles ont envie. J'en sais rien, l'été, tu as envie de te faire 3 semaines de vacances plus 2 semaines de télétravail, à condition que tu partes en train. Si tu pars en avion, si tu n'as pas le droit, tu as ton télétravail au vert. Il y a une vraie vérification qui est faite ? Non. On marche sur la confiance. Ouais, donc, en fait, et puis on a des personnes qui viennent chez Recyclivre aussi parce qu'elles sont aussi conscientisées sur ces sujets-là. Et on a mis en place aussi des organisations. Aujourd'hui, on a mis une organisation hybride en fait, en termes de temps de travail. Ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on a lancé cette année. Tu choisis en fait un menu. Soit tu travailles en 35 heures, classique, ce qui était déjà en place, soit tu travailles en 37 et tu récupères 2 heures, donc tu as un jour de RTT par mois. Soit tu peux travailler une semaine 4 jours, une semaine 5 jours. Mais tu travailles, il faut que la moyenne des deux fasse 35 heures. Soit tu peux travailler 4 jours et demi par semaine. C'est super. Galère administrative un petit peu, non, de follow-up? Non, en fait, il faut le gérer une fois. Ouais. Donc, effectivement, la première fois pour la mise en place, on s'est fait accompagner, bien entendu, pour le mettre en place. Tu ne peux pas revenir tout le temps parce que sinon, effectivement, ça serait une galère. Mais on voyait bien que les attentes, en fait, n'étaient pas forcément les mêmes entre les différentes personnes. Déjà, Marine et moi, on se disait là-dessus, elle préfère faire 4 jours et demi. Mais moi, je préfère travailler plus et avoir du temps de repos plusieurs fois dans l'année. Et donc, on a mis en place ce système-là qui a été en collaboration, bien entendu, avec l'équipe. Et on essaye effectivement d'innover sur ces sujets-là. Ça n'apporte pas vraiment de galère. Pour l'instant, c'est OK. En tout cas, le bilan est positif. Forcément, il y a des jours où tout le monde est obligé d'être là, notamment le mardi. Le mardi et le jeudi, je crois qu'on a dit, pour justement les réunions et qu'il n'y ait pas de sujet. Cool. Sylvain, c'était passionnant. Merci infiniment pour ta transparence et bravo parce que je pense que tu avais un peu de poids sur les épaules quand en 2022-2023 tu lèves la main où on te désigne ou un mix des deux. Voilà, c'est ça. Pour reprendre cette belle aventure fondée par David 15 ans plus tôt, avec cet enjeu de continuer à faire de la renta et de la croissance et de protéger les valeurs qui sont les vôtres. Un modèle à impact et rentable. Pour finalement 3 ans plus tard faire un x2 toujours rentable sans avoir levé de fonds. Bravo, félicitations. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2026 ? De continuer dans cette voie-là, toujours plus de performance économique au service d'un impact social et environnemental toujours plus important, quoi. Sylvain Joly sur LinkedIn, chers auditrices, chers auditeurs, pour poursuivre la conversation si vous le souhaitez. Évidemment, allez faire un tour sur Recyclivre, RECYL. J'ai oublié une lettre. IVRE, c'est ça, hein, .com, ou sur toutes les bonnes marketplaces, mais évidemment, allez plutôt sur le site, c'est votre ambition. Abonnez-vous au panier sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, là où vous êtes, pour ne rater aucun nouvel épisode. Et abonnez-vous à la newsletter sur lepanier.io pour ne pas rater les news quand il y en a, les événements. Il va y en avoir encore plus cette année. Et merci pour votre fidélité. Merci à toi pour ta transparence. Merci. Salut. Salut.